Bonjour, nous sommes le 1er mai 2022 et 1er mai, on va trinquer à la sociale. Alors, je vous ai déjà expliqué que je me suis un jour interrogé pour savoir pourquoi je trinquais à la sociale le 1er mai et j'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert que la sociale, c'était une section de la Commune de Paris associée étroitement à celle de la rue des Écoles, dont j'ai tiré la conclusion que la sociale devait trouver son siège du côté de la place Jussieu à Paris. Alors bien sûr, vous diriez maintenant, il y a des grands lycées pas loin, place du Panthéon, c'est la rue des Écoles, où il y a le Collège de France. Il y avait peut-être beaucoup d'étudiants là-dedans, mais il devait y avoir des artisans aussi dans ce quartier-là. Et ben voilà, à leur mémoire, j'espère qu'il y en a beaucoup qui ont survécu, qui ont pu faire des belles choses. Ça, c'est voilà, c'est Paris, ça. J'étais un jour dans le bureau du proviseur. Non, j'étais dans le couloir à attendre de rencontrer le proviseur euh, du lycée Charlemagne. Il ne s'était rien passé de grave, mais il fallait régler une question administrative. Et je regardais les portraits alignés dans le couloir. Mon fils était à mon côté et on regardait les portraits. Et là, on voyait Jean Richepin, poète, Gérard de Nerval, poète, Théophile Gautier, poète, et puis Auguste Blanqui, révolutionnaire. Et je trouvais ça très beau que quand on est à Paris, on considère que révolutionnaire, c'est un métier honorable comme poète. Voilà. On reste en France. Vous avez dû voir, j'ai le blog de Paul Jorion a un envoyé spécial désormais sur les événements de M. François Ruffin. Alors son identité secrète, bien entendu, à part qu'il s'agit d'un collaborateur sur un de mes livres. Et enfin bon, on va maintenir le mystère, mais il sera là souvent quand il s'agira des sorties de François Ruffin, dont le blog de Paul Jorion ne s'en cache pas. Il va soutenir la campagne électorale aux législatives de M. François Ruffin, comme il comme il soutient M. Ruffin depuis pas mal de temps. Il y a quelqu'un qui m'avait rappelé là donc, en tout cas ça datait de l'époque de Nuit debout en 2016. Mais il y avait déjà en 2011, bien entendu, le soutien humoristique de la présence de M. François Ruffin comme un des personnages dans le livre de BD fait avec Grégory Maclès, La survie de l'espèce. Alors, que va-t-il se passer sur le front des législatives? Eh bien, deux scénarios sont possibles. À gauche, il va y avoir les personnalités de la gauche vont mettre en poche leur ego gros comme des maisons et on va avoir une alliance digne de ce nom et la possibilité d'un grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Ou bien les personnalités de la gauche ne mettront pas leur ego gigantesque entre parenthèses et on aura un éparpillement de voix qui fera que le groupe de la gauche sera plus petit que celui du Rassemblement national. Voilà. Les paris sont ouverts. Connaissant bien entendu l'histoire de la gauche française, je ne porte pas trop d'espoir, mais on va voir. Alors, en arrière-plan de tout ça, la guerre en Ukraine. Je ne suis pas général, vous êtes au courant. J'ai eu un grand-oncle qui était colonel, mais ça se limite à ça. Et je fais confiance à ce que disent les généraux sur le champ de bataille en Ukraine. Et là, ça fait quand même plusieurs semaines que je peux trouver des généraux défendant l'ensemble des points de vue les plus discordants. Je dirais généraux occidentaux parce que je ne lis pas ce que pensent les généraux russes. D'abord parce qu'ils en parlent moins et ensuite parce que je ne maîtrise pas la langue russe. Mais les généraux occidentaux ont une variété d'opinions qui va du fait que
que les Russes sont battus en race campagne par les Ukrainiens et le soutien discret que nous leur donnons en tant que membres de l'OTAN, ou au contraire que tout se passe comme prévu du côté de Poutine et qu'il est en train d'abattre ses cartes dans l'ordre qu'il avait prévu. Et voilà, donc si je m'en tiens en généraux, je n'ai pas une opinion très claire. La seule chose qui apparaît peut-être, c'est un certain désespoir, on peut dire comme chose qu'on peut interpréter. C'est une sorte de désespoir qui apparaît parmi les commentateurs, en particulier la télévision russe. Je ne vois pas ça en direct non plus, mais je lis certaines analyses. Et là, on parle de plus en plus à la télévision russe d'apocalypse, des réflexions du type on ira tous, voilà, on sera tous morts, mais comme nous de notre côté, on ira au ciel et que les autres seront simplement morts. Ça fleure un peu, je dirais, la stratégie du désespoir. Ça veut dire qu'une certaine réconciliation du côté des voix officielles du côté russe devant le fait qu'ils sont en train de perdre et cela, je l'avais dit bien avant même que ça commence, Poutine ne pourra pas vraiment perdre. S'il perd, il essaiera d'en faire un feu d'artifice, c'est-à-dire en fait d'essayer de transformer ça en guerre thermonucléaire. Alors, comment est-ce qu'on essaie de juguler une guerre thermonucléaire une fois qu'elle a commencé? Là, c'est la question à 10 000 francs. Bon, ça c'est pour le côté côté Russie, côté Ukraine. Aux États-Unis, je n'en parle pas beaucoup ces temps-ci parce que, bon, surtout j'ai pris l'habitude à une époque d'en parler beaucoup et maintenant je peux en parler moins, mais il se passe quelque chose. Et ça, je l'avais signalé dès le départ de cette invasion de l'Ukraine. Il allait se passer la chose suivante. Il allait y avoir un certain nombre d'Américains qui allaient prendre le parti de Poutine. Et ces gens allaient se recruter dans le camp des Trumpinophiles, des partisans de Trump. Mais là, je doutais que, vu le peuple américain, qu'il nommerait d'un seul homme, ou en tout cas aux 40% de gens qui sont favorables à Trump, qui soient prêts à suivre dans l'admiration de Poutine. Il me semblait qu'on allait retomber là aux 15% de psychorigides qu'on trouve dans tous les pays, et qu'il y a, je veux dire, les 15% de personnes dans tous les pays qui admirent les dictateurs, et qu'on serait loin des 40%. Et qu'est-ce que ça permet en ce moment aux États-Unis? Ça permet à cette commission du 6 janvier qui enquête sur le coup d'État du 6 janvier, coup d'État raté, d'avancer et de mettre sur la sellette les gens qui ont participé à ce coup d'État parce qu'il y a des fuites bien organisées de documents, en particulier des papiers que M. Mark Meadows a dû transmettre à la commission, même s'il en a gardé beaucoup pour lui. Mais même là-dedans, il y a quelques gemmes, il y a quelques joyaux. Et tout ça apparaît plus ou moins dans la presse, et ce qui oblige les parlementaires qui faisaient partie du coup d'État de devoir se défendre devant voilà. Et pas seulement ceux qui étaient du côté du coup d'État, mais devoir se défendre aussi. Quelqu'un comme M. Kevin McCarthy, qui est donc là, voilà, qui représente le Parti républicain, la minorité républicaine à l'Assemblée nationale, au Congrès, de devoir se défendre parce qu'au départ, il a dénoncé de manière violente le coup d'État de Trump. Il a parlé même d'interdire de Twitter certains proches de Trump, etc. Il a même dit qu'il allait en parler personnellement à Trump. Maintenant, il dit qu'il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que sont sur la sellette non seulement des gens qui ont trempé véritablement dans le coup, mais ceux aussi qui l'ont dénoncé violemment juste après et qui après ont fait machine arrière pour ne pas gêner la politique du parti. Donc là, il y a un coin et un convoi qui est enfoncé à l'intérieur du Parti républicain qui le met très mal à l'aise, d'autant que, comme je viens de dire, la totalité des followers, des partisans de Trump ne sont pas prêts à le suivre dans son admiration pour son camarade Poutine, vu ce qui est en train de se passer
en Ukraine. Et là, on nous annonce maintenant, enfin, un an et demi plus tard, un an et demi après la création de cette commission, on nous annonce qu'au mois de juin, ce qui est quand même bientôt, il va y avoir des auditions publiques. C'est-à-dire que là, ils sont un peu, comment dire, ils sont prêts à montrer au public ce qu'ils savent, et que donc des gens comme M. John Eastman, comme M. Mark Meadows, comme M. Navarro, que Mme Taylor Greene, comme M. Matt Gaetz, étaient véritablement M. Rudy Giuliani étaient véritablement des conspirateurs, des séditieux qui avaient organisé des alliances avec les milices fascistes de type Proud Boys, Oath Keepers, etc. Et que si le coup n'a pas réussi, ce n'est pas parce que ce n'était pas un coup, c'est parce que ces gens s'y sont pris comme des manches, qui parlaient de loi martiale et écrivaient ça comme le mot marshal, comme le mot maréchal, en ne sachant pas trop de quoi il s'agit véritablement. C'était des amateurs. C'était des amateurs. Ils avaient 14 stratégies qui n'étaient pas toutes cohérentes les unes avec les autres. Mais ce n'était pas faute d'avoir la volonté de faire un coup d'État. C'est simplement qu'ils s'y sont tellement mal pris et avec leur chef qui lui-même est assez, comment dire, est assez handicapé du côté du QI, ça n'a pas réussi malgré leurs tentatives. Il y a des choses qui apparaissent. M. Mike Pence, le vice-président, qui s'est montré du bon côté en refusant le coup d'État et qui dit en confidence, quand on m'a dit de sortir d'urgence du bâtiment du Capitole, donc l'Assemblée nationale, et de partir avec le service secret, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je n'avais pas du tout confiance en une certaine partie du service secret. J'avais l'impression qu'ils étaient en train plutôt de m'emmener pour me mettre dans un cul de basse-fosse plutôt que de me protéger contre ce qui était en train de se passer. Donc, ambiance, voilà, en montrant là, je dirais, le caractère extrêmement clivé de l'administration, avec beaucoup de complices de Trump au moment même de la tentative du coup d'État du 6 janvier 2021. Voilà pour les États-Unis. États-Unis quand même affaiblis, hein, parce que voilà, quand même, si Poutine a cru que le moment était venu, c'est parce qu'il avait l'impression que d'avoir placé son homme à lui pendant 4 ans à la présidence des États-Unis avait quand même affaibli considérablement ce pays. Et qu'il l'est, puisque cette commission du 6 janvier n'ose pas poser un certain nombre de gestes de peur qu'on considère qu'il s'agit de gestes partisans motivés par des démocrates enragés, alors que c'est simplement lié au fait qu'il y a un des grands partis, le Parti républicain, qui a adopté un profil entièrement proto-fasciste, pas simplement à cause de Trump, mais parce qu'une partie importante de sa base sont des gens de ce type-là. J'y pensais hier quand quelqu'un parlait avec émotion de l'État du Montana, moi qui, en raison de ses grands paysages, de ses écrivains, et moi qui ai vécu aux États-Unis et qui sais que les paysages c'est une chose, mais les gens c'est une autre, je rappelais cette anecdote de Californiens partis enthousiastes pour s'installer au Montana parce que ça coûtait moins cher et que les paysages étaient si beaux, et qui se sont retrouvés assiégés par des voisins qui étaient à l'infini, dans toutes les directions, par des rednecks, des beaufs à la cabu, et qui, au moment où le reportage se termine, étaient en mauvaise posture, et je crois qu'ils ont envisagé de revenir à Los Angeles ou San Francisco ou San Diego, habiter peut-être dans des maisons un peu plus petites, mais où on n'est pas entouré de gens qui sont prêts à vous foutre dehors à coups de fourche. Alors, je termine par la science-fiction. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un petit texte vraiment très intéressant. Enfin, j'ai trouvé, il est dans un livre qu'on trouvera facilement, hein, et ça existe peut-être même en français, ça, on n'en sait rien.
Selected Literary and Philosophical Writings. C'est donc, bon, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de textes littéraires, ce sont des interviews, des remarques. Et là, j'ai trouvé, parce que ça, pourquoi? C'est parce que ça s'enchaîne très bien avec ce qu'on est en train de dire. Ça date de 1969, c'est une réponse à un questionnaire. Et ce questionnaire, c'est un questionnaire sur les auteurs de science-fiction professionnels et les gens qui publient, les editors qui publient des textes de ce type-là. Et c'est à l'occasion d'une convention qui s'appelle le Double Bill Symposium. Double Bill, c'est une vieille formule aux États-Unis. On trouve ça en Angleterre aussi. C'est-à-dire que pour le prix d'un billet de cinéma, d'un ticket de cinéma, on vous montrait deux films. On vous montrait un film qui avait une certaine tenue, et puis on vous montrait une série B. Voilà. C'est de là que ça vient la série B. C'était le numéro 2 dans le Double Bill. Ça venait après un entracte, voilà, on commençait, il y avait un second film. Et en général, c'était de la mauvaise qualité, il y avait des acteurs qui étaient des spécialistes de la série B, comme Eddie Lamar, comme Monsieur Ronald Reagan, et budget en général assez fauché, budget qui faisait qu'on tirait, pour faire allusion à une actualité récente, on tirait des vraies balles par accident, parce qu'on n'avait pas vraiment les ronds pour faire la distinction entre les deux. Mais voilà, et donc il y a quand même de grandes vedettes qui sont apparues comme ça. Pour commencer, Clint Eastwood a commencé dans des séries B. Et donc voilà, il y a un symposium, une convention qui s'appelle du Double Bill, et on demande à Philip K. Dick ce qu'il pense de la science-fiction. Alors, je vais passer ça en revue parce que vous allez voir, tout ça rejoint un peu l'actualité. Première question. Pour quelle raison ou série de raisons est-ce que vous écrivez de la science-fiction, de préférence à d'autres types de littérature? Alors, je réponds parce que l'auditoire, les gens qui lisent ce genre de livres, ne sont pas des gens qui sont confits dans des préjugés de la classe moyenne. Et ils écouteront d'une oreille attentive même des choses, des idées relativement neuves. Voilà. Par ailleurs, c'est un style dans lequel on peut faire intervenir de l'humour, ce qui caractérise bien entendu, dit-il, la très grande littérature, puisque Shakespeare nous a donné l'exemple de mêler la tragédie et l'humour. Et il dit, c'est là qu'on trouve les formes les plus subtiles, les plus anciennes, et celles qui vont sans doute le plus loin des utopies, des rêves et des aspirations dont l'homme est capable. Aucune idée aussi aventureuse ne peut être exclue de la science-fiction. Chacune de ces idées aventureuses fait partie de son domaine à proprement parler. Deuxième question, c'est pas long, hein, c'est 5 pages. Ouais, bon. Deuxième question, quelle est selon vous la raison d'être en français et la valeur essentielle de la science-fiction? Alors, il dit de présenter sous forme de fiction de nouvelles idées dont il est trop difficile ou qui sont trop vagues pour qu'on puisse les présenter comme des faits scientifiques. C'est une manière de vous présenter des systèmes scientifiques alternatifs. Ce ne sont pas des choses auxquelles on croit nécessairement, mais qui nous apparaîtront toujours comme intéressantes, entre guillemets. Ce sont des vues comme si. Troisième question. Quelle est votre appréciation de la relation entre la science-fiction et la littérature de type classique? La science-fiction n'a aucune intention d'explorer les relations interpersonnelles humaines à un niveau digne de ce nom. Et il va revenir un peu plus loin sur ce sujet à propos des hommes et des femmes. En général, l'idée de la science-fiction, c'est pour des gens plus jeunes, des gens plus optimistes, qui n'ont pas encore véritablement souffert
aux mains du destin, et contrairement à des gens qui ont souffert déjà aux mains du destin et pour qui de la fiction de bonne qualité est bien préférable parce que ils sont en fait déjà du côté des perdants, de ceux qui sont défaits. Quatrième question, est-ce que vous pensez que participer précisément à les conventions, de rencontrer vos fans, de participer à des fanzines, est-ce que ça bénéficie à la science-fiction ou bien est-ce que c'est plutôt un handicap? Et il dit ce serait un avantage si on vous laissait parler et si on n'avait pas affaire à des bavards qui vous expliquent mieux que vous ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Question numéro 5. Quelle est la source ou quelles sont les sources que vous recommanderiez à des auteurs débutants pour vous en inspirer? Alors il dit là, moi ce que je lis c'est essentiellement des revues sur de la recherche psychologique de pointe. Je m'intéresse beaucoup bien entendu à l'œuvre de Jung, au bouddhisme zen, au taoïsme, et je puise dans l'histoire. J'aime beaucoup la période médiévale avec toute la découverte de certaines techniques qui me passionnent, comme par exemple celle de souffler le verre, mais aussi toute cette science, cette alchimie, cette religion du Moyen Âge, y compris son ancêtre, la philosophie grecque, et les textes religieux perses et ainsi de suite, les études qu'on a oubliées de la Renaissance, et bien entendu le théâtre allemand romantique. Et là, il fait sans doute allusion au fait qu'il a lu euh, les, euh, les pièces de Schiller sur Wallerstein, dont il fait un bon usage dans son livre sur la transmigration de Timothy Archer. Alors, question 6. Pensez-vous qu'un écrivain de science-fiction débutant devrait se concentrer sur des nouvelles plutôt que sur des romans? Et là, il dit oui, pas tout simplement parce qu'on commence par s'exercer. On regarde si on est bon sur une petite histoire. Dit-il, il y a de très bons auteurs de science-fiction qui n'arrivent pas à écrire de véritables romans. Et il donne là le nom de Ray Bradbury. Ray Bradbury est manifestement quelqu'un qu'il admire beaucoup, il le mentionne souvent. Il mentionne aussi souvent Van Vogt, comme disant que c'est l'auteur qu'il a voulu copier. Il déteste Robert Heinlein, dont il dit que c'est simplement un fasciste qui reproduit ses idées fascistes dans ses romans. Et il donne comme exemple une ligne d'une jeune fille dans un roman de Heinlein qui a fait quelque chose de remarquable aux yeux de quelques hommes qui sont là. Et l'un d'eux dit ah, donnez-lui une belle grosse boîte de cigares. Et il dit voilà, ça c'est Heinlein. Et il ajoute si j'étais la fille, je lui aurais renvoyé au travers de la figure. Ça c'est le côté féministe chez Philippe Cady. Alors, question 7. Quelle suggestion pouvez-vous offrir à l'auteur débutant pour qu'il arrive à faire vivre des personnages réalistes et à ce qu'il y ait des dialogues qui soient vraisemblables. Alors là, il dit que ça, il ne faut pas regarder du côté de la science-fiction, parce que la science-fiction n'est justement pas bonne de ce côté-là. Et il mentionne quelques auteurs dont il considère qui sont des maîtres dans ce domaine. William Styron, John Dos Passos, Dreiser, j'oublie le prénom de Dreiser, bien que je sois un très très grand admirateur de son An American Tragedy, qui est sur la lutte des classes aux États-Unis à l'intérieur des familles. Cette histoire qui a donné lieu à deux très beaux films.
et où simplement le garçon de la haute bourgeoisie est encouragé par sa famille à assassiner la fille de basse extraction, comme on dit, et qu'il la tue effectivement. Bon, euh, très beau, voilà. Comme quoi, les Américains peuvent quand même dans les années 30, peuvent écrire des très très belles choses, ou 40, écrire des très très belles choses sur la lutte des classes, même s'ils ne le font pas dans un même style que les autres. Question 8. Pensez-vous que pour être une bonne histoire de science-fiction, il faut qu'il y ait un message, une morale qui soit dégagée? Alors là, il dit non. Il dit même quelque chose un peu sexiste. Il dit les bonnes, les morales, il dit pas c'est pour les dames, mais c'est ça qu'il laisse entendre. Il dit quelle est la morale qui se dégage des, des quatuors à cordes de Mozart. On trouve ça beau, on trouve ça splendide et on ne se pose pas la question de savoir s'il y a une morale qui s'en dégage. Mozart, en écrivant ses quatuors, n'essaie pas du tout de nous instruire, de nous transmettre un message, etc. Alors il dit, bon voilà, il dit un petit peu une histoire avec une morale, c'est un peu pour les mauviettes, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça qui va. Question numéro 9, il y en a 11 en tout. Dans quelle mesure pensez-vous que l'on peut détecter les opinions politiques, religieuses et autres d'un auteur dans les personnages qu'il présente? Alors là, il dit, il ne faut surtout pas, si on a un peu de talent, on ne fait pas apparaître ça. Ray Bradbury, il prend l'exemple de Ray Bradbury, donc le fameux auteur des Chroniques martiennes. Il dit, je ne me suis toujours pas fait une opinion sur ce qu'il pense véritablement, et la question ne se pose pas. Quand je pense à Bradbury, je pense toujours à cette petite, à cette novella, comment on appelle ça en français? A short story. Une nouvelle? Une nouvelle. Le type qui est sur une plage là, et qui voit quelqu'un qui fait des grands dessins avec son pied, qui fait des grands dessins sur la plage, et quand il regarde les dessins qui sont dessinés, il n'a pas une hésitation, une seconde, c'est Picasso. C'est Picasso qui est en train de faire là. C'est probablement pas sur la Méditerranée, puisqu'il n'y a pas de marée, et que toute l'histoire, c'est que ce personnage, cet auteur, ce narrateur, va voir monter avec horreur, va voir monter la marée, et il va voir ce chef-d'œuvre de Picasso qui va se noyer dans l'océan. Bradbury, effectivement, c'est des choses comme ça. Et c'est vrai, Philippe Cadic a raison, ça ne fait pas des grandes histoires, ça ne fait pas des romans comme Dune, ça fait des petites histoires comme ça, fondées sur des anecdotes. Question numéro 10. Durant vos années de formation, quels autres auteurs vous ont le plus influencé? Et là, il mentionne Van Vogt, et il mentionne aussi, et là je voulais aller regarder qui c'était, parce que je ne sais pas qui c'est, et malheureusement je vais devoir le faire maintenant. Tony Boucher, voilà, ça ne me dit absolument rien. Tony Boucher, alors il mentionne bien entendu James Joyce et les autres personnes qui sont dans le Stream of Consciousness, dans l'association libre. Mais il met parmi les choses qui l'ont le plus formé mes trois périodes dépressives quand j'avais 19 ans, 24 et 33. Il dit souffrir ce genre de choses m'a bien appris bien plus de choses que j'ai remises dans mes romans que d'autres choses. Et c'est effectivement le cas évidemment de Valis, dont je vous ai fait un compte rendu récemment, en français Siva, qu'on appelle roman de science-fiction, et qui est tout simplement en fait le récit de son épisode psychotique d'une huitaine d'années. Question 11 et dernière. Que considérez-vous être la plus grande faiblesse de la science-fiction? Il a eu son inhabilité à explorer les aspects les plus subtils, les plus intriqués qui existent entre les sexes.
les hommes, dans leur relation avec les femmes, se retrouvent dans des, dans des abominations dont il n'y a pas moyen de sortir. Et ça, la science-fiction l'ignore. Et de ce point de vue, la science-fiction demeure préadulte, adolescente. Euh, c'est un aspect négatif de la science-fiction. Il n'y a, dit-il, que dans le roman de Kurt Vonnegut, Player Piano, qu'il y a une véritable exploration des rapports entre les hommes et les femmes. Et je vous ai déjà parlé pas mal de Player Piano parce que c'est le roman, c'est quoi, c'est 53 ou 54 de Kurt Vonnegut où il met en scène la disparition totale du travail. Et je attirer votre attention sur le fait que donc ce player piano, traduit en français par le pianiste déchaîné, alors qu'il n'est jamais question ni d'un piano, d'un pianiste, ni qu'il soit déchaîné dans le livre, que c'était simplement probablement une mécompréhension de la part du traducteur ou de la traductrice, parce que player piano, c'est un piano électrique et que la scène fondamentale, parce que c'est celle qui nous annonce et nous fait comprendre qu'on est dans un monde où le travail est disparu, le symbole de cela, c'est ce piano mécanique. Il n'y a pas le pianiste, il y a un compositeur quelque part, mais c'est la machine qui joue toute seule, on n'a plus besoin de l'être humain. Alors, vous avez peut-être compris pourquoi j'ai voulu vous commenter ces 5 petites pages datant de 1969 de Philippe Cady. Cela illustre ce qu'il dit lui-même, c'est que c'est dans ce type de littérature qu'on en trouve les idées les plus originales, celles qui nous font vraiment penser, parce que c'est un domaine libre et qui n'est pas soumis, comme il dit, aux préjugés des classes moyennes. Voilà, allez, passez une bonne journée du 1er mai. Ne regardez pas trop l'actualité si vous voulez qu'elle soit vraiment très bonne. À bientôt, au revoir.